à tous. Génial, ça enregistre. Bonjour à tous. Donc, effectivement, déjà, meilleurs vœux à tout le monde. Et donc, aujourd'hui, on va essayer de voir un peu en 30-40 minutes les principaux sujets de l'économie mondiale. Alors, c'est vrai qu'on est dans une période de forte incertitude, que ce soit en termes sanitaires, avec ce Covid qui ne cesse de nous surprendre. C'est vrai qu'il y a 2-3 mois, quand on évoquait les risques de l'économie mondiale, on évitait de parler du Covid. On s'était dit, bon, ça fait 1 an et demi qu'on parle de la situation sanitaire et du risque sanitaire. Et puis, en fait, avec la vaccination, on se disait, bon, maintenant, c'est surtout une question d'inflation, de problèmes d'approvisionnement. Et puis voilà, finalement, on se retrouve avec encore ce risque sanitaire. Donc, on voit bien que c'est vraiment une situation qui est incertaine, mais on va essayer justement de comprendre un peu ce qui se passe. Autant évidemment, alors sur la situation sanitaire, il est extrêmement difficile de vraiment savoir ce qu'il va se passer, mais ensuite sur les questions d'inflation, de difficultés d'approvisionnement, de comment vont réagir les institutions étatiques et monétaires. On va voir ça. Je vais aussi vous présenter notre scénario pour 2022 en termes de croissance du PIB. Et puis, on verra aussi les défaillances d'entreprises. Donc, un programme assez chargé. Mais voilà, n'hésitez pas surtout évidemment à m'interrompre si vous avez des questions. Et sinon, à la fin de la présentation, vous pourrez évidemment me poser toutes les questions que vous le souhaitez. Donc, avant toute chose, en introduction, évidemment, Omicron, alors c'est évidemment le mot à la mode. Alors, c'est une nouvelle vague qui affecte les pays et les économies. Mais alors, il est évidemment difficile de savoir vraiment ce qu'il va se passer, est-ce qu'on va devoir imposer de nouvelles restrictions ou pas. Mais ce qu'on peut dire, c'est que pour le moment, on devrait avoir quand même si on a une vague importante, lorsqu'on regarde les courbes, on est sur des niveaux records dans quasiment tous les pays du monde, à l'exception peut-être de l'Asie, mais sinon on est sur des niveaux extraordinaires. En termes de cas, alors c'est vrai que vu que ce virus est moins létal, et c'est là justement toute la question, pour le moment, on n'a pas forcément une très forte hausse de la mortalité, et cetera, et on sait bien que c'est ça qui va, ou en tout cas les hospitalisations qui vont pousser les gouvernement à mettre en place des restrictions, et donc c'est ça qui nous intéresse, à vraiment freiner l'activité économique ou pas. Jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'est notamment ce qui s'est passé au Royaume-Uni, qui a été l'un des pays, en Europe en tout cas, les premiers affectés par Omicron. Et on a vu une vague énorme. Mais en fait, le gouvernement britannique a décidé de ne pas mettre en place de restrictions particulières. Et en fait, en Europe, comme on l'a vu en France, où jusqu'à présent, on n'a fermé que les boîtes de nuit, par exemple, ou en Allemagne, où justement en fait, on restreint l'accès aux restaurants ou aux bars, ou dans certains établissements, on va dire, à des tests négatifs. Pour le moment, on n'a pas mis en place de restrictions majeures comme il y a 1 an, on va dire, à l'exception peut-être des Pays-Bas où on a mis en place un confinement, mais ça c'était même avant Omicron. Mais sinon, dans le reste, on va dire, du monde, on met en place des restrictions, mais des restrictions pour le moment assez légères. Le but, évidemment, c'est d'éviter de trop affecter l'économie. Et on voit bien qu'à chaque fois, en fait, là, lorsqu'on regarde l'évolution du PIB des principales zones économiques mondiales, on voit qu'en fait, chaque vague a un impact moindre sur l'activité. On voit bien que la première a eu un impact sans précédent. On a vu des chutes qu'on n'avait jamais vues, en tout cas depuis qu'on produit des statistiques, puis un fort rebond. Et puis, en fait, déjà l'automne, l'hiver dernier, vous voyez qu'en fait, le PIB est resté stable. Alors, il y avait d'une part les services qui étaient affectés, les services surtout comme l'hôtellerie, la restauration ou le tourisme, et puis l'industrie qui, elle, était bien repartie. Mais globalement, vous voyez un PIB, une activité qui reste assez stable parce qu'on a essayé de mettre en place de moins en moins de restrictions. Ce qu'on voit aussi, c'est que dès qu'on retire les restrictions, l'activité, elle repart. Vous voyez, dans tous les pays européens, l'activité, elle est vraiment bien repartie sur le deuxième et troisième trimestre. Et puis même aux États-Unis, là où on a levé les restrictions avant le reste du monde, ou avant l'Europe en tout cas, début 2021, on a eu directement une forte reprise d'activité. Vous voyez, dès le premier trimestre, c'est reparti. Maintenant, ce qu'on voit, c'est probablement en fait sur cette nouvelle vague qu'il devrait se passer, en tout cas si on continue sur cette tendance-là, d'un virus moins létal, on devrait garder en fait des restrictions ciblées sur certains secteurs, vraiment sur voilà, l'hôtellerie et la restauration, sur le tourisme. C'est d'ailleurs ça, vous voyez, qui même en fait au deuxième et troisième trimestre 2021 explique pourquoi l'Espagne est bien en dessous des autres pays européens.
c'est vraiment l'économie européenne qui est la plus à la traîne. Et ça, c'est dû au fait que l'Espagne dépend beaucoup du tourisme, et notamment aussi du tourisme britannique. Et mécaniquement, voilà, c'est vraiment le secteur qui a du mal à repartir et dont la reprise d'ailleurs est repoussée par Omicron. Là, on a vraiment affaire de plus en plus à un virus, à une situation sanitaire qui ne va pas forcément affecter, en tout cas pas de façon directe, tous les secteurs, mais vraiment seulement certains spécifiques. Et ce qui rend aussi cela plus simple, on va dire, pour les gouvernements, et on verra après justement que les défaillances globalement restent assez faibles un peu partout dans le monde, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on prolonge les mesures qui étaient déjà en vigueur depuis le début de la pandémie, mais on les cible seulement sur certains secteurs affectés administrativement ou sur les secteurs qui vraiment ont une chute du chiffre d'affaires très importante. Et cela rend le coût évidemment de ces mesures extrêmement faible, on va dire très faible par rapport à ce qu'on a connu depuis le début de la pandémie. Ça permet de gérer à peu près cela, de passer, on va dire, les différentes vagues sans qu'il y ait jusqu'à présent trop de casse pour l'économie, mais ça, on le verra ensuite. Et globalement, ensuite, si Omicron et en tout cas passe comme les autres vagues, ensuite on devrait avoir, vous voyez, à chaque fois qu'on a une reprise de l'activité, qu'on lève les restrictions, on a une reprise qui repart assez fort, comme vous l'avez vu au troisième trimestre 2021. Peut-être ici un petit mot sur la Chine, sur laquelle on reviendra ensuite, mais globalement, vous voyez que la Chine est repartie très fort et très vite dès 2020, dès le deuxième trimestre, parce qu'il y avait, on va dire, quasiment pas de cas en Chine. Il n'y en a toujours pas d'ailleurs, ou presque. On est sur une stratégie de 0 cas et donc on a eu un fort rebond. Mais vous voyez que depuis, sur les derniers trimestres, on a une croissance qui est quand même très faible pour l'économie chinoise. Vous voyez, en termes trimestriels, c'est vraiment faible. On stagne quasiment. On a un fort ralentissement de l'économie chinoise, notamment en raison de l'immobilier. L'immobilier, en fait, on va dire, il y a un risque de bulle dans l'immobilier en Chine. Probablement, vous avez entendu parler de Evergrande. Et globalement, on a facilité l'accès au crédit à beaucoup d'entreprises et de ménages pour qu'ils investissent dans la construction, pour qu'ils achètent des résidences. Et le problème, c'est qu'on a eu du coup vraiment des ménages et entreprises qui sont de plus en plus endettés, des entreprises du secteur de la construction qui sont extrêmement endettées aussi. Et donc, le gouvernement essaye de faire dégonfler cette bulle et donc de freiner, on va dire, l'expansion du secteur, ce qui entraîne un ralentissement, du coup, mécaniquement dans les métaux et dans beaucoup de secteurs qui sont reliés justement à la construction en Chine. C'est ça qui explique que l'économie chinoise ralentit et que le gouvernement essaie justement de la faire ralentir aussi progressivement. Aussi à cela s'ajoute le fait que dans la mesure où le pays n'est pas du tout comme en Europe dans une stratégie d'essayer de limiter la casse en termes sanitaires, on est dans une stratégie du zéro cas de Covid. Ça veut dire qu'in fine, dès qu'il y a un cas, on confine une ville. Et quand on parle de villes, évidemment, elles sont très très grosses en Chine. Et donc mécaniquement, ça génère des problèmes dans les chaînes de production, dans les chaînes d'approvisionnement, dans certains secteurs ponctuellement en Chine. À cela s'ajoute en plus, et notamment au troisième trimestre, on a eu en fait des coupures d'électricité. Le gouvernement a eu un peu de problème, on va dire, à générer assez d'énergie pour toutes les industries. Pourquoi? Parce qu'il a essayé de réduire la production, notamment d'électricité à partir de charbon pour des raisons environnementales. Et pour cela, en fait, il a un peu mis au pas certaines entreprises qui consomment énormément d'énergie pour essayer de les faire, on va dire, consommer moins d'énergie ou en tout cas moins d'énergie qui pollue, donc moins d'énergie à charbon. Donc c'est pour ça. Vous voyez, beaucoup d'ingrédients qui expliquent que la Chine, alors on va voir ensuite qu'elle a quand même un taux de croissance toujours impressionnant, mais on va vers un ralentissement de l'économie chinoise. Mais comme vous l'avez vu et comme je vous l'ai dit, donc en fait, après les vagues précédentes, on a quand même eu une forte reprise de l'activité. Et la forte reprise d'activité, donc on a eu d'abord Chine, puis États-Unis, puis Europe, on va dire. Ça s'est fait à peu près en trois étapes. Mécaniquement, ça a entraîné une très forte hausse des cours des matières premières, de tout un tas de matières premières, des coûts du transport. Et c'est ce qu'on voit ici. Alors là, vous avez les cours du Brent, donc des cours du pétrole, qui, vous voyez, avaient atteint un niveau extrêmement faible au moment de la crise, au tout début justement de la pandémie, et depuis, elle n'a fait que progresser. Elle a fait que progresser, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où les entreprises repartaient, où la demande, il est vrai, des ménages a été très forte, notamment à partir de la fin d'année 2020, en fait, les ménages étaient enfermés chez eux, donc ils ne pouvaient pas consommer
des services, ils ne pouvaient pas aller au restaurant, et cetera. Mais en fait, à partir du moment où vous leur donnez du chômage partiel, donc globalement leur pouvoir d'achat reste à peu près stable, ou comme aux États-Unis où vous leur envoyez de l'argent directement, ils consomment. Et ils consomment quoi? Des biens. Des biens, donc des biens industriels. Et donc très vite, on a une forte hausse de la demande et les entreprises, justement, ont commencé à consommer énormément donc de pétrole. Aussi, les cours des métaux ont augmenté. Peut-être sur les métaux, ce qui est intéressant, c'est que l'acier, qui est, le métal le plus utilisé, vous voyez, en fait, dernièrement, on a eu des cours qui, après avoir atteint un pic fin 2021, sont stabilisés puis ont diminué. Ça, c'est principalement à cause de la raison que je vous ai mentionnée, de celle du secteur de la construction en Chine, qu'on fait freiner. Et la Chine, ça représente 60 de la demande mondiale d'acier. Donc imaginez, dès que le secteur de la construction en Chine, il ralentit, ça veut dire que mécaniquement, on a une diminution de la des cours de l'acier. Mais le reste, vous voyez, ça reste à un niveau très important parce qu'on a toujours une demande très forte en termes de métaux. C'est aussi le cas, par exemple, dans le bois. C'est aussi le cas dans les pétrochimiques, même si certains ont commencé à voir leurs cours diminuer. Vous voyez aussi dans les transports. Les coûts ici des conteneurs, en fait, les coûts de transport se sont envolés, restent très importants toujours. Le secteur du transport, notamment, est perturbé par la pandémie. En fait, on voit bien que, notamment, on a de moins en moins de conteneurs, ou en tout cas, on a besoin de davantage de conteneurs pour que certains puissent rentrer à vide, etc. Et qu'en même temps, on a des mesures sanitaires qui rendent plus long justement chaque voyage de chaque conteneur. Donc on voit que le transport maritime est affecté et que les coûts s'envolent. Donc mécaniquement, vous voyez là, on a la hausse de quasiment toutes les matières premières. Et au-delà de ça, alors comme vous voyez ici, on a des problèmes sur les chaînes d'approvisionnement. On a aussi quasiment des goulots d'étranglement. On a des pénuries de certaines matières premières. C'est ce qui s'est passé notamment au tout début de la crise. D'ailleurs, on va dire de la crise de l'industrie, c'était les semi-conducteurs qui ont affecté principalement l'automobile. L'automobile, en fait, on sait que dans une voiture maintenant, on a besoin d'environ 10 000 puces. C'est absolument énorme. Et d'un coup, tout le monde a eu besoin, fin 2020, des semi-conducteurs, que ce soit dans l'électronique ou dans l'automobile. Et mécaniquement, on a eu une production qui n'a pas pu suivre. Et ça, on le voit très bien sur les indices de tension justement des chaînes d'approvisionnement. Ici, en fait, c'est un indicateur qui a été créé par la Fed de New York, où en fait, globalement, alors pour faire simple, ils regardent le coût du transport, globalement, de marchandises, également les délais, les retards de livraison, également, voilà, est-ce qu'on a des stocks qui sont importants ou pas, est-ce qu'on a des problèmes à se faire livrer ou pas. Et ensuite, ils font justement cet indicateur. Et vous voyez qu'en octobre, il était à un niveau record, sans précédent en tout cas depuis qu'ils ont des données. Alors le point de novembre a semblé marquer un peu une diminution, en tout cas une stabilisation, mais globalement on reste encore sur des niveaux très importants de problèmes sur les chaînes d'approvisionnement. Et quand on regarde justement et qu'on a fait une enquête en Allemagne et qu'on a demandé aux entreprises combien de temps vous pensez que ces problèmes d'approvisionnement vont durer, vous voyez que, alors en octobre, ils répondaient 8 ou 9 mois. 8 ou 9 mois, c'est évidemment énorme et ça nous mène jusqu'à mai-juin 2022. Et ça, évidemment, en fait, on voit bien qu'avec Omicron, on le verra ensuite, ça peut avoir certains effets déflationnistes, mais en fait, en réalité, ça a beaucoup plus d'effets inflationnistes parce que ça perturbe toutes les chaînes de production. Comme vous le savez probablement et comme vous l'avez entendu en France, se pose la question du manque de main-d'œuvre parce que les gens sont contaminés, sont cas contact. Alors évidemment, dans certains des métiers, on va dire, on peut télétravailler, donc ça affecte que très peu la bonne marge de l'entreprise. Mais dans l'industrie, évidemment, là, ça pose des vrais problèmes, ou même dans les transports. Donc tout de suite, on voit qu'il y a des problèmes à ce niveau-là. Aussi, par exemple, pour les chauffeurs routiers, en fait, les conditions d'entrée dans les pays, lorsqu'elles se durcissent, ça affecte également, ou lorsqu'il faut faire des quarantaines ou des isolements, ça affecte mécaniquement le transport de marchandises. Ça augmente les coûts aussi, ça entraîne des délais plus importants. Donc, tout ça, c'est notamment ce qui a un peu freiné l'activité au cours des derniers mois. Et encore une fois, on ne pense pas que ça va se régler
avant, on va dire, mi-fin 2022. À chaque fois, on décale, il est vrai, cette deadline-là, parce qu'on voit voilà, qu'il y a toujours des nouveaux éléments comme Omicron qui perturbent encore un peu plus les chaînes de production. Et au-delà du fait de perturber les chaînes de production, mécaniquement, ça entraîne aussi une hausse des coûts. Alors ici, je vous montre l'indice des prix à la production dans l'industrie en France, mais c'est le cas en fait lorsqu'on regarde dans tous les pays européens et puis en fait dans tous les pays mondiaux, dans le monde. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de sectoriel évidemment qui n'est pas propre à l'économie française ici. Donc c'est pour ça qu'on peut vous montrer ça même pour montrer ce qui se passe dans chaque secteur au niveau mondial. Ici, en fait, ce sont les prix en sortie d'usine. Et vous voyez bien qu'en fait, globalement, on va dire 4-5 secteurs sont bien plus affectés que les autres dans l'industrie en termes de hausse de prix, donc hausse de coûts qui ensuite sont justement traduits en hausse de prix en sortie d'usine. Vous avez le bois, vous avez les meubles aussi, donc ça c'est relié justement à la hausse des cours du bois. Vous avez, et en fait après vous avez on va dire 3 secteurs qui eux sont très intensifs en énergie. Parce que c'est là notamment l'une des grandes questions, en fait, ce qui a entraîné la hausse des coûts et ce qui la prolonge en fait actuellement, c'est la hausse des coûts de l'énergie et principalement alors du gaz qui ensuite en Europe notamment permet de produire une partie de l'électricité et de fixer en fait le prix de l'électricité. Donc là on a vraiment une question de hausse des coûts énergétiques avec les industries justement qui sont, elles, les plus énergivores. Le papier, on sait que l'industrie du papier utilise beaucoup d'énergie. La métallurgie, alors elle est évidemment affectée par la hausse des coûts des matières premières, comme vous l'avez vu, des métaux, et aussi de la hausse justement des coûts de l'électricité. Et ensuite, on a la chimie. Alors, dans la chimie, on avait certains pétrochimiques, mais qui sont plus à des niveaux records. Mais en revanche, oui, par exemple, dans les fertilisants, on utilise du gaz. Et là, justement, c'est vraiment l'un des composants qui vraiment continue de rester à des niveaux élevés. Alors, il a un peu diminué depuis les records atteints en fin d'année dernière. Mais malgré tout, sur le gaz, on reste à des niveaux très élevés. On n'a pas encore eu toutes les hausses de coûts dans l'énergie. Sur ça, en fait, justement, par exemple, on sait qu'en France, c'est tous les mois, que le gouvernement a annoncé un gel. Alors, les prix avaient augmenté de 57% entre janvier et octobre. Il a annoncé un gel jusqu'en avril 2022. Mais si les prix restent élevés après cela, on sait bien que les prix vont continuer à progresser. Les prix de l'électricité, eux, c'est 2 fois par an. En février, on va décider d'une nouvelle hausse. Le gouvernement va essayer de trouver une solution pour réduire, enfin pour augmenter de seulement 4% la hausse au lieu de 38 ou 40% qui normalement devrait avoir lieu. Donc là, on va essayer de baisser les taxes, de trouver des façons de subventionner les entreprises pour passer ce moment-là. Mais c'est le cas dans tous les pays, en tout cas européens. Par exemple, au Royaume-Uni, on se pose la question de comment est-ce qu'on va faire en avril lorsqu'il va s'agir de justement revoir la hausse, on va dire à la hausse évidemment, les cours d'énergie. Donc la crise de l'énergie n'est pas encore passée. Au contraire, on n'a pas encore vu tous les effets. Ce que vont essayer de faire les gouvernements, c'est malgré le fait que les prix d'énergie restent à des niveaux très élevés actuellement et risquent de le rester. Alors là, on a quand même un risque sur le front météorologique avec un hiver pour le moment froid. Et s'il est encore plus froid et qu'il dure plus longtemps, on a mécaniquement un problème. Mais ça, on a évidemment du mal à le maîtriser. On a un risque géopolitique. Ça ne nous aura pas échappé, les tensions autour de l'Ukraine, notamment entre la Russie et l'Ukraine, donc Russie, États-Unis, Russie, Europe. Euh, on pense, ou en tout cas on estime que la Russie, en fait justement, aussi restreint et peut restreindre encore plus l'approvisionnement en gaz de l'Europe, donc faire monter encore plus les prix si jamais ce conflit dégénérait. Surtout qu'une bonne partie du gaz vers l'Europe passe par transit par l'Ukraine. Donc on a beaucoup d'incertitudes, surtout qu'on a des niveaux de stock assez élevés en termes de gaz. Euh, et on pense évidemment que les cours du gaz devraient diminuer après l'hiver. Donc c'est pour ça aussi que, par exemple, le gouvernement français avait en tête de dire on gèle les prix du gaz jusqu'en avril et ensuite les prix, normalement, au niveau mondial, ils devraient diminuer. Mais la réalité, c'est qu'ils devraient diminuer, mais peut-être moins qu'initialement prévu. Encore une fois, si on a toujours des tensions géopolitiques, ils pourraient rester à des niveaux élevés. Surtout si on a des stocks faibles et que les prix restent élevés, on pourrait en fait ne pas finalement avoir le temps de refaire les stocks avant l'hiver prochain, ce qui au final voudrait dire qu'on aurait des prix du gaz
élevé encore l'hiver prochain et que ce serait plus quelque chose de temporaire, mais en tout cas un peu plus durable. Donc c'est vraiment un sujet à suivre et voir comment les gouvernements surtout en fait vont faire pour que cette hausse des cours du gaz et in fine aussi de l'électricité se répercute le moins possible sur les ménages. Sur ça, on pense qu'effectivement, en fait, ce que vont faire les gouvernements, c'est faire des chèques énergie comme en France, globalement, essayer de protéger les ménages les plus défavorisés, qui sont ceux qui sont les plus affectés évidemment par les hausses de l'énergie et les entreprises. Sur ça, il va falloir que, évidemment, ils soient très ingénieux parce que le simple fait de diminuer la TVA ou de la couper, ou de la retirer complètement ou de la suspendre, en fait, ça ne réduit que de 5 ou 10 les coûts, ce qui en fait est très faible par rapport au niveau de hausse qu'on a, actuellement. Donc c'est vraiment l'un des sujets, principaux à suivre et notamment pour, les entreprises. Et mécaniquement, justement, donc ça se traduit en hausse de l'inflation. Mais sur l'inflation, en fait, bien que globalement, vous voyez, en fait, au niveau mondial, alors même dans les pays qui normalement ont une inflation assez faible comme États-Unis, on va dire les pays avancés, États-Unis, Royaume-Uni et zone euro, on a des pics, comme vous voyez là, mais en fait, on a des situations, en tout cas pour le moment, un peu différentes. Alors globalement, dans un premier temps, la hausse de l'inflation, elle se devait à la hausse des coûts de l'énergie. Ça, je ne vous apprends rien, c'est ce qu'on vient de voir. Mais après, quand on regarde l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire l'inflation à laquelle on retire, on va dire, les prix des biens alimentaires frais, donc en fait, globalement des biens volatiles et de l'énergie. Donc on voit en fait le niveau d'inflation quand on retire les composantes volatiles pour essayer de voir la vraie inflation, globalement. C'est ce que regardent notamment les banques centrales. Vous voyez qu'on a des situations un peu différentes. Alors, en zone euro, elle progresse, mais elle reste toujours à des niveaux mesurés. Mais en revanche, vous voyez, États-Unis, ça augmente énormément. Ça augmente énormément à cause de la hausse des salaires, parce qu'en fait, aux États-Unis, les salaires ont commencé à vraiment progresser aussi. Et c'est pourquoi, aux États-Unis, on va vers une inflation plus durable. C'est une question qui est plus urgente, on va dire, qu'en Europe. Et c'est ce qui a poussé la Fed, donc la banque centrale américaine, a déjà annoncé que, alors elle arrêtait son programme d'achat d'actifs, mais globalement, elle resserre sa politique monétaire et qu'elle va augmenter probablement ses taux 3 fois en 2022, avec probablement apparemment une première fois dès mars. Donc, on voit déjà que pour que la Fed réagisse aussi vite, c'est qu'en fait, elle estime que si elle ne réagit pas plus vite et qu'elle n'augmente pas les taux d'intérêt afin d'essayer de casser un peu l'activité, en tout cas de la réduire, de la refroidir, elle voit qu'en fait, l'inflation, là, elle s'envole vraiment. Au Royaume-Uni, c'est pareil. La Banque d'Angleterre a remonté les taux en décembre. Pourquoi? Parce qu'elle a vu que l'inflation, et notamment l'inflation sous-jacente, commence à progresser vraiment. Au Royaume-Uni, on a notamment un problème de chaîne d'approvisionnement. Alors déjà de l'énergie qui vraiment augmente très, très fort et qui du coup se traduit par des hausses de coûts pour tout le monde, mais aussi des problèmes d'approvisionnement avec la question du Brexit qui n'a pas facilité les choses. Et en fait là, cette année, en fait, eux n'avaient pas encore mis en place, pardon, excusez-moi, eux n'avaient pas encore mis en place justement pardon, n'avaient pas encore mis en place des hausses de droits de douane ou même, on va dire, des procédures administratives sur les importations depuis l'Europe. En fait, au moment du Brexit, l'Europe avait mis en place des contrôles administratifs, des procédures douanières dès janvier 2021. Le Royaume-Uni n'avait fait que repousser ces contrôles-là, justement, parce qu'ils se sont dit, on a déjà assez de problèmes d'approvisionnement, on ne va pas en rajouter avec tout ce qu'on importe depuis l'Union européenne, en sachant qu'évidemment, c'est évidemment très important pour ce pays-là. Et donc, là, à partir du mois de janvier, ils ont commencé à mettre en place des procédures administratives, des procédures douanières qui vont ralentir et rendre encore un peu plus cher les importations. Donc c'est pour ça aussi, au Royaume-Uni, on sent qu'il y a une vraie tension inflationniste avec une inflation, comme je dis, sous-jacente qui progresse assez fort. Et donc là, les autorités monétaires doivent intervenir pour essayer de refroidir cela. En Europe, en zone euro, vous voyez, alors on est toujours sur des niveaux un peu plus faibles, mais malgré tout, il est vrai aussi que en fait, on n'a pas encore des vraies hausses de salaire, en tout cas pas généralisées, notamment les pays pour lesquels qui publient les données de hausse de salaire des conventions collectives, comme
l'Espagne, on voit que jusqu'à novembre, là, on a des hausses de salaire en moyenne de 1,5%. Donc, ça reste à des niveaux bien inférieurs à l'inflation. Et on n'est pas encore sur une situation en Europe où les salaires augmentent très fort comme aux États-Unis. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que on a de plus en plus une inflation qui, alors en tout cas sur le mois de décembre, est un peu moins tirée par l'énergie, mais plus par les biens manufacturés. Et c'est-à-dire justement tous les biens de l'industrie là que j'ai mentionné, pour lesquels les coûts ont augmenté et qui commencent, alors qui a un peu pris sur ses marges, tant qu'il le pouvait, mais qui évidemment commence à le traduire un peu en hausse de prix. Et c'est là en fait où on voit que normalement ce qui va se passer en 2022, c'est une inflation qui va rester, comme en France par exemple, autour de 3%, en tout cas sur la première partie d'année, avec un peu moins de composantes énergétiques. Mais oui, probablement, on va avoir une inflation des autres produits qui va prendre le relais. Mais encore une fois, la situation pour le moment semble un peu moins urgente qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et c'est pour ça que pour le moment, la Banque centrale européenne n'a pas encore trop réagi. Mais ça, c'est ce qu'on va voir. Et alors, ensuite, justement, la grande question de savoir est-ce que l'inflation est transitoire ou durable, hem, assez difficile à dire. Mais quand on dit transitoire, en fait, il ne s'agit pas de dire voilà, l'inflation dure un mois et le mois prochain, en fait, elle va chuter. Lorsqu'on dit transitoire, ça veut dire qu'elle va durer quelques mois à des niveaux plus élevés que ce à quoi on était habitué au cours des dernières années, mais qu'ensuite elle devrait se modérer au cours de la deuxième partie d'année, mais tout encore une fois en restant assez élevé par rapport à ce qu'on avait avant. Parce que ce qu'on avait avant, c'est ce que vous voyez, c'était vraiment des hausses de prix de 1%, etc. Là, si on est à 3, 2,5 ou 2, au final, ça reste modéré, on va dire, mais malgré tout plus important que ce qu'on avait connu. Et l'une des grandes questions, c'est alors, on a effectivement d'un côté les prix énergétiques qui, eux, vont même s'ils restent stables, en fait, si on compare d'une année à l'autre, au final, ils vont de moins en moins contribuer. Là, on partait de niveaux très faibles en 2020 et début 2021. Mais malheureusement, ce qui est vrai aussi, ce qui impacte et beaucoup, c'est dans certains pays la spirale prix-salaire et dans d'autres, justement, la question Omicron. Donc là, j'ai évoqué notamment la question de l'inflation donc, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. Dans les pays émergents, en fait, dès l'année 2021, les banques centrales ont déjà réagi, que ce soit au Brésil, au Mexique ou en Russie. En fait, les banques centrales ont déjà recommencé à augmenter leur taux d'intérêt parce que l'inflation commençait à monter. Elle est déjà largement au-dessus des cibles visées par la Banque centrale. Et donc, tout de suite, ce qu'on doit faire dans ces moments-là, parce que le fait assez vite, justement, les pays émergents, c'est d'essayer de remonter les taux, quitte à casser un peu l'activité, c'est vrai, mais globalement pour essayer de refroidir un peu l'activité et ainsi de continuer à croître de façon un peu plus durable. Donc globalement, vous voyez, en fait, cette question de l'inflation, elle est fondamentale parce que au-delà des questions de pouvoir d'achat et des coûts pour l'entreprise, en fait, derrière, ça entraîne des réactions de la part des banques centrales. Et la grande question, justement, c'est lorsque les banques centrales réagissent, c'est qu'en fait, jusqu'à présent, on était vraiment dans un environnement extrêmement favorable pour les entreprises, en tout cas pour se financer. Alors, pour les États, déjà, qui se financent à des taux extrêmement bas, hein, même à des taux quasiment négatifs, pour toutes les principales économies européennes, mais aussi pour les entreprises, dans la mesure où les taux étaient faibles et on avait beaucoup de liquidités. Maintenant, évidemment, si l'inflation, elle dure, la grande question, c'est que va faire la Banque centrale européenne. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, c'est la seule qui n'a pas trop bougé et qui dit l'inflation est temporaire, donc pas besoin de bouger. Si vraiment l'inflation est temporaire, globalement, on reste sur ce scénario-là actuellement, avec peu d'inflation, avec des taux d'intérêt qui restent très faibles et une banque centrale qui continue de soutenir l'activité avec toujours voilà, des rachats d'actifs qui fait qu'en fait, on a des taux d'intérêt qui restent faibles les pays, qui permet aussi de continuer le quoi qu'il en coûte, on va dire, globalement, qui continue d'être le cas à peu près partout en Europe, et également pour les entreprises de se financer. Mais si jamais l'inflation se révèle durable, donc comme on l'a mis sur le slide précédent, qu'au final, on commence vraiment à aller vers des 6, 7, 8%, 9% en Europe, ou qu'en fait, on reste sur des niveaux 5, 6% jusqu'en deuxième partie d'année prochaine, alors la BCE va devoir réagir. Parce que soit, en fait, elle resserre sa politique monétaire, donc elle arrête d'acheter des actifs et elle augmente les taux d'intérêt
Et là, on a mécaniquement une hausse du service de la dette pour les États qui doivent rembourser davantage, et entreprises et ménages aussi. Donc, on affecte mécaniquement le rebond de l'activité. Et puis même, en fait, si elle ne réagit pas, le problème, c'est que les marchés vont commencer à envoyer du stress et à demander une prime d'inflation. Parce que mécaniquement, si l'inflation est de 5 ou 6 ils vont pas se contenter d'un rendement de 0,5 ou de 1 comme c'était le cas avant. Donc mécaniquement, on va avoir une prime d'inflation au-delà du fait qu'on aurait des tensions. C'est inévitable entre les pays qui sont allergiques à l'inflation comme l'Allemagne ou les Pays-Bas ou l'Autriche et ceux du Sud, évidemment, où mécaniquement on aurait des dissensions qui nécessairement pèseraient en fait sur la crédibilité, on va dire, de la banque centrale et qui, in fine, en fait, mèneraient aussi à des hausses de taux pour les États et pour les entreprises. Et en fait, le problème, c'est que jusqu'à présent, je n'ai pas encore mentionné le problème de la dette, parce que pour le moment, ce n'est pas la question principale, on va dire, pour 2022. En tout cas, on ne pense pas à court terme là. Parce que vous voyez, jusqu'à présent, en fait, même les États, alors même que leur dette a fortement augmenté au cours des derniers trimestres, globalement, on continue tous de se financer de façon très facile. On a toujours beaucoup de liquidités, les taux sont toujours faibles. Mais évidemment, à partir du moment où les marchés vont retrouver un fonctionnement plus normal avec des hausses de taux d'intérêt, mécaniquement, ça va être beaucoup plus dur pour les entreprises de rembourser leurs dettes, pour les États de se financer. Et là, on va à nouveau avoir la question de la soutenabilité de la dette, notamment probablement de l'Italie, qui est l'un des pays qui avait déjà l'une des dettes les plus importantes et qui a continué de l'augmenter au cours de la crise. La France n'est pas forcément le premier pays affecté par ça en cas de stress, mais malgré tout, tous les pays vont devoir commencer à envoyer des signaux en fait au marché de faire attention quand même à ce qu'on dépense, envoyer le signal qu'on veut réduire le déficit et sortir du quoi qu'il en coûte. Mais ça, encore une fois, pour le moment, ce n'est pas encore vraiment le cas. Et d'ailleurs, on le voit bien là avec les nouvelles vagues Omicron. Les gouvernements ont tous annoncé la prolongation de toutes les mesures de soutien, du chômage partiel, des prêts garantis, etc., du fait qu'on va restructurer, s'il le faut, les dettes les PGE des entreprises un peu partout au niveau européen, en se disant au pire, on rembourse sur 6, 8 ou 10 ans. La priorité, c'est de financer l'activité et l'économie. Pour le moment, on peut se le permettre. Si jamais il y a beaucoup d'inflation et que les autorités monétaires commencent à augmenter les taux, alors ça peut se compliquer. Et dans ce contexte-là, justement, ici, je vous présente nos prévisions de croissance 2022, 2021 et 2022. Alors, globalement, on est toujours quand même sur une croissance assez élevée, mais évidemment, un ralentissement. Un ralentissement dans quasiment tous les principaux pays, à 2 exceptions près. Mais en fait, les exceptions, c'est parce qu'elles ont moins cru en 2021 par rapport aux autres. Notamment, vous voyez, Allemagne et Espagne. L'Allemagne, c'est parce qu'elle dépend beaucoup de l'automobile et de l'industrie en général. Et on sait que l'automobile a été en fait parmi les pays, parmi les secteurs pardon, les plus affectés en 2021. C'est le secteur qui a été le plus affecté par les pénuries de semi-conducteurs, par tous les problèmes d'approvisionnement. Dans quasiment toutes les principales économies, en fait, la production automobile est restée au même niveau qu'en 2020, c'est-à-dire un niveau extrêmement faible. Euh, en Espagne, comme je vous l'ai dit précédemment, le problème, c'est notamment le tourisme qui n'est pas reparti. Mais vu qu'on pense qu'en 2022, même si évidemment ça va dépendre de la situation sanitaire, la situation devrait s'améliorer et donc que le tourisme devrait revenir en Espagne et notamment le tourisme européen principalement, alors on devrait avoir une accélération de l'économie. En Allemagne, on pense pareil. Les problèmes d'approvisionnement devraient se régler progressivement dans l'industrie automobile et donc mécaniquement, l'Allemagne devrait accélérer en 2022. Tous les autres principaux pays, on prévoit un ralentissement en 2022 parce qu'ils ont déjà rebondi assez fortement en 2021. Donc, on a une dynamique de reprise un peu moins importante. Et puis aussi, il faut dire que sur cette première partie là, d'année, le début d'année, on a un vrai effet Omicron qui pèse sur la confiance des ménages, sur la confiance des entreprises. On a aussi ces problèmes d'inflation, en tout cas ces inquiétudes liées à l'inflation et aux problèmes d'approvisionnement qui limitent un peu l'activité. En fait, ce qu'on appelle des problèmes d'offres, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément que les ménages ne consomment pas, mais plutôt que les entreprises n'arrivent pas à répondre complètement à la demande.
parce qu'il y a des difficultés de recrutement, on manque un peu de main-d'œuvre dans certains pays, notamment en Europe et aux États-Unis. Et puis aussi, voilà, on a des problèmes à se fournir en matières premières. Comme je l'ai mentionné, donc, la Chine, on prévoit un ralentissement assez important. Ce serait quand même un niveau assez faible de croissance par rapport au niveau d'avant-crise. Et États-Unis aussi. États-Unis, encore une fois, resserrement à venir de la Fed. On va refroidir l'activité parce que l'inflation est importante. Et mécaniquement, malgré tout, on reste quand même sur un niveau de croissance assez important à 3,7%. Donc globalement, ralentissement de l'activité, mais on reste toujours quand même sur une dynamique de reprise, il faut le dire. Encore une fois, la situation sanitaire, elle devrait affecter principalement, en tout cas directement, certains secteurs, l'aéronautique, le transport aérien, l'hôtellerie et la restauration et le tourisme. Donc voilà, certains pays qui sont plus affectés que d'autres sur ces secteurs-là sont affectés, mais sinon sur le reste, l'économie quand même, reprend assez fort. Et enfin pour terminer, les défaillances d'entreprises en fait, globalement, on alors, pendant la crise, on avait une tendance qui était assez similaire partout, qui était une chute des défaillances, notamment en Europe, parce qu'on a eu beaucoup d'aides, de la part des gouvernements. Et en fait, maintenant, on commence à voir un peu des différences de tendance. Globalement, vous avez des pays comme France ou Allemagne, ou même États-Unis, où en fait, on a des défaillances qui ne repartent pas, qui sont à des niveaux, très faibles. Et France et Allemagne, c'est notamment parce que les aides, de la part des gouvernements sont toujours importantes, toujours très importantes, alors même qu'on a une dynamique de reprise, en fait. Donc on a globalement les entreprises qui, elles, reprennent, donc qui ne sont pas forcément en défaillance, elles ont de l'activité. Et puis celles qui sont affectées par le choc, on va dire, sanitaire, elles continuent d'être très très aidées. Donc in fine, on a pour le moment des défaillances d'entreprises qui sont très faibles. On a également la question un peu partout en Europe de celui du remboursement des PGE. En fait, si les entreprises devaient toutes rembourser les prêts garantis par les États en 2022, mécaniquement, on aurait des vagues de défaillance. Mais en fait, ce que font les gouvernements, c'est vraiment d'étaler le choc. C'est de dire, vous rembourserez ces PGE, ces prêts, sous 10 ans pour la plupart des pays. Les entreprises peuvent rembourser jusqu'en 2030. En France, où la limite est à 2026, en fait, le gouvernement vient d'annoncer que si jamais les petites entreprises avaient du mal à rembourser, elles pouvaient restructurer sur 10 ans aussi. Et elles pouvaient même finalement ne pas commencer à rembourser dès mars 2022, mais un peu plus tard. Donc on voit bien que là, on est quand même globalement, c'est aussi le cas par exemple pour les cotisations sociales. On sait que les URSSAF comptent pour à peu près 30-40% des défaillances. Et là, elles ont pour consigne, en tout cas même, elles ne poursuivent pas les entreprises, elles font du cas par cas, on étale les paiements. Le but là, encore une fois, c'est vraiment dans les pays où vous voyez qu'il y a très peu de défaillances, c'est vraiment d'éviter le choc sur l'activité. On accompagne pour le moment. On n'est toujours pas sorti de la crise parce qu'on n'est toujours pas sorti en fait d'une situation sanitaire incertaine avec des aides qui sont là. Et donc pour le moment, on n'a pas vraiment de hausse de défaillance. Et dans un pays comme la France, on ne s'attend pas forcément à une hausse des défaillances avant l'élection présidentielle, où mécaniquement la campagne n'est pas forcément le meilleur moment pour avoir des hausses de défaillance et de chômage. Mais globalement, on pense qu'on va rester dans ce scénario-là, encore, quelques mois. Aux États-Unis, c'est aussi parce que l'activité est restée très forte cette année, et que mécaniquement, en fait, on a quand même eu des défaillances en 2020, ce qui fait qu'on a une certaine purge et que maintenant que l'activité est très forte, hein, on a vu une croissance de 6 on a une activité qui se porte bien. L'une des exceptions, c'était l'Espagne. L'Espagne où en fait, le gouvernement n'a pas aidé, ou en tout cas très tard, l'hôtellerie et la restauration. Alors même si dans des villes comme Madrid, ils sont restés ouverts en 2020 et début 2021 quand tout le monde était fermé. Si vous n'aidez pas le secteur et que vous mettez un peu de restrictions, malgré tout, vous avez énormément de défaillances. Donc c'est ce qui s'est passé en fait en Espagne. C'est vraiment hôtellerie, restauration qui ont entraîné la hausse de défaillances. Au Royaume-Uni, vous voyez en fait, pendant la crise, on a vraiment eu très peu de défaillances, comme en France ou en Allemagne. Et maintenant, ça repart. Ça repart parce qu'on n'a plus de chômage partiel. Ils l'ont complètement retiré. Là où dans quasiment tous les autres pays, le chômage partiel continue, est prolongé, mais est conditionné au fait que vous soyez affecté par des restrictions sanitaires ou que vous soyez vraiment affecté en termes de secteur. Au Royaume-Uni, on l'a vraiment retiré. Le Royaume-Uni, c'est un des pays sur lesquels on est peut-être le plus inquiet en termes de défaillance parce que le gouvernement est sur une logique d'accompagner l'entreprise, mais pas trop non plus. On n'est pas vraiment dans le quoi qu'il en coûte. Le gouvernement veut faire attention à la dette. Ils ont beaucoup dépensé au moment de la crise. Il y a vraiment eu des déficits extraordinaires.
Le but maintenant, c'est vraiment de commencer à réduire et assez vite le déficit. Et donc, mécaniquement, c'est une économie où on laisse de plus en plus, on va dire, l'économie tourner elle-même, sans aide respiratoire. Et donc, mécaniquement, quand on retire l'aide respiratoire et qu'on sort l'économie du coma artificiel, on a une hausse des défaillances, comme vous voyez au Royaume-Uni. Donc, globalement, c'est ce qu'on pense qui va arriver un peu partout, mais pas forcément dès maintenant. En tout cas, pas dans les pays où vous voyez que les gouvernements prolongent les mesures. Et en fait, tant que la situation sanitaire restera telle qu'elle, on devrait avoir toujours des mesures gouvernementales qui vont accompagner de la sortie de crise, avec encore une fois aussi les PGE qui seront remboursés de façon très, très longue, et encore une fois, voilà, un accompagnement vraiment des entreprises. Et pour finir, en revanche, ce qui peut vraiment affecter les défaillances, c'est la question énergétique, la question du coût énergétique. Ça, c'est un vrai problème et ça va beaucoup dépendre de comment les gouvernements réagissent. Encore une fois, on est un peu quand même dans une période du quoi qu'il en coûte. C'est notamment le cas en France, mais également, encore une fois, dans d'autres pays. Ce qui fait que les gouvernements vont essayer de prendre à leur charge la hausse justement du coût de l'énergie pour essayer de répercuter le moins possible sur les entreprises. Parce que sinon, évidemment, là, on va vers des grosses difficultés parce que voilà, avec forte hausse des coûts, les entreprises ne pourront pas tout répercuter et mécaniquement, ça pourrait entraîner des hausses assez importantes des défaillances d'entreprises. Merci pour votre attention et n'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions. Je vois qu'il y a déjà des questions sur le chat, je crois. Merci Bruno pour ta présentation vraiment, vraiment claire et intéressante. Effectivement, dans le chat, il y avait déjà une première remarque de Vincent qui nous disait que c'était amusant qu'en France et en Italie, les entreprises n'échouaient pas ou échouaient très peu Ah, en août. non, alors en fait, ça, c'est dû au fait que alors ça, c'est partout en fait. Partout, normalement, il y a quand même beaucoup moins de défaillances en août. Mais en fait, dans les autres pays, on a des données qui sont, désaisonnalisées. Enfin, d'ailleurs, en Espagne, non. Mais en fait, en Espagne, vous voyez, au T3, globalement, on a moins de défaillances, d'entreprises, mais vu que c'est sur un trimestre entier, ça compense avec, septembre, et cetera. Mais en fait, c'est que dans les autres pays, les instituts statistiques, en fait, ils désaisonnalisent et en fait, du coup, globalement, en fait, ils enlèvent ce fait qu'en août, l'activité, et le monde s'arrêtent un peu partout, en tout cas en Occident. Mais globalement, c'est partout le cas, qu'il n'y a pas de défaillance en août. Et super. Merci Bruno. Une petite question encore dans le chat avant. N'hésitez pas aussi à ouvrir vos micros et poser vos questions directement. Mmh. Il y a Brigitte qui nous dit qu'en est-il de l'évolution attendue du taux de change euro-dollar? Alors, on ne fait pas de prévision, on va dire chiffrée des évolutions des taux de change, mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est, en tout cas pour le moment, sur une position du dollar qui devrait se renforcer. En fait, on devrait avoir une appréciation du dollar, surtout si, comme attendu, la Fed justement resserre sa politique monétaire, augmente les taux, 3 fois notamment cette année comme attendu, et que la Banque centrale européenne, comme elle semble le dire pour l'instant, ne bouge pas. En fait, il faut bien comprendre que la Banque centrale européenne, elle a un peu le traumatisme de la dernière crise de 2011, enfin 2008-2009, où du coup, pour le moment, au final, on a resserré très tôt et on a demandé de l'austérité très vite à des entreprises et au pays en 2011-2012, et où on a eu la crise de la dette, justement. Ça, on a vu qu'on a vraiment fait une erreur, globalement, tout le monde l'admet, et qu'en fait, ça a cassé l'activité dans les PIGS, donc Irlande, Portugal, Espagne, Italie, etc. Et qu'en fait, du coup, on veut vraiment éviter de reproduire cette erreur-là. Et du coup, la BCE, ce qu'elle veut faire pour l'instant, c'est vraiment soutenir l'activité et ne pas remonter les taux trop vite. C'est pour ça qu'en fait, ils sont sur une posture de dire c'est transitoire, on continue de soutenir l'activité, c'est transitoire, on va pas remonter les taux. S'ils maintiennent cette position-là et que l'euro, enfin, et que la Banque centrale européenne est du coup est la seule à ne pas bouger au niveau mondial, ou en tout cas parmi les principales, mécaniquement, on aurait un euro qui va se déprécier vis-à-vis des autres principales monnaies. Donc, voilà, donc par rapport au dollar aussi. Alors, d'autres questions, je vois, vous semblez dire qu'il n'y aura pas d'impact sur le monde des défaillances du secteur immobilier en Chine. On n'a pas de défaillance, on n'a pas de données de défaillance en Chine, donc un peu dur à dire. En revanche, ce qu'on peut dire, alors, c'est évidemment des choses assez compliquées. Mais globalement, ce qu'on pense, c'est que pour le moment, en Chine,
la question Evergrande, elle est en train d'être traitée justement par le gouvernement. On voit bien même que dans le conseil du risque qui a été créé dans cette entreprise-là, il y a quasiment que des chefs d'entreprise publiques. On voit que l'État s'y met vraiment. L'État ne veut pas non plus forcément sauver ces entreprises, en tout cas pas lui venir en aide, etc. Je pense qu'elle veut un peu faire exemple, mais aussi ils savent que c'est une entreprise qui est systémique ou presque, en tout cas en Chine, assez peu au niveau mondial. En fait, au niveau mondial, assez peu de banques étrangères sont exposées à ce niveau-là. Mais malgré tout, en fait, si le secteur de la construction en Chine ralentit, ça veut dire que la Chine ralentit. Et ça veut dire, comme j'ai dit, par exemple, pour l'acier, qu'en fait, la demande en métaux, et notamment en acier, va beaucoup diminuer. Et mécaniquement, en fait, là, on a toute la demande chinoise qui va diminuer. Et donc, là, on a les exportateurs vers la Chine qui sont aussi affectés. La Chine est très importante au niveau mondial. Et donc, mécaniquement, si vraiment on a une crise ou une bulle qui éclate dans le marché immobilier chinois, là, oui, là, on aura clairement des défaillances un peu partout, voilà, parce qu'on aura vraiment, pour le coup, des effets d'entraînement au niveau mondial et sur d'autres secteurs justement qui fournissent la construction. Si c'est juste un ralentissement, pour le moment, ce qu'on voit, voilà, vous voyez, c'est des cours des métaux qui diminuent un peu. Malgré tout, il reste quand même à des niveaux élevés parce que la demande qui provient des autres secteurs dans d'autres pays reste élevée. On est toujours encore quand même dans une dynamique de reprise, hein. Même si, par exemple, 3% de croissance en France, ça semble faible par rapport à cette année, ça reste bien plus qu'avant la crise. Année 2010, on est sur du 1, 1,5%. Donc ça reste quand même des niveaux de croissance élevés. Donc des choses qui soutiennent, on va dire, les cours des intrants et donc des métaux. Mais s'il y a une crise vraiment dans le secteur IMO et que la Chine ralentit très fortement, là oui, en fait, tout le monde sera affecté. Il y a aussi OK pour les USA et l'Europe et d'autres pays moins regardants sur le Covid, Moyen-Orient, Afrique, Asie. Vous voulez dire sur pardon, excusez-moi, du coup, vous voulez dire sur, comment est-ce qu'eux réagissent au Covid? Vous voulez dire, est-ce qu'ils mettent en place des restrictions ou est-ce que ça les impacte en termes d'activité? Valérie, tu peux ouvrir ton micro, hein, comme ça, tu peux intervenir directement. Sharif, oui, je voudrais savoir justement, parce que là, on parle beaucoup d'Europe et des États-Unis et de la Chine, etc. Oui. Mais moi, je travaille beaucoup avec le Moyen-Orient. Je vois pas. Là, actuellement, j'ai l'impression qu'ils sont dans une optique où justement, ils n'ont pas de problème pour acheter, ils n'ont pas de problème pour sortir d'argent, ils ont pas tous les problèmes qu'on rencontre. Même chose pour les pays d'Asie. Moi, je sens qu'il y a une reprise quand même assez importante sur l'Asie. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas les mêmes préoccupations que nous. Bon, après, ils sont fournisseurs de pétrole, hein, pour C'est certains, ça, donc je veux bien exactement. comprendre. Et Ouais. l'Afrique aussi, où est-ce qu'elle est l'Afrique dans tout ça? Puisque elle est moins touchée habituellement par tout ce que nous, on ressent les Européens ou les USA. Alors, oui, en fait, le Moyen-Orient, la réponse, c'est globalement, le pétrole. On voit que les cours, d'énergie sont très importants. Donc mécaniquement, ces pays-là en bénéficient. On sait que la grande majorité, alors oui, peut être un peu affecté par la baisse du tourisme, notamment Dubaï qui essaye un peu de se diversifier. Mais d'ailleurs, Dubaï a même bénéficié un peu de cette crise-là. On a vu beaucoup d'Européens, y aller. Mais sinon, globalement, effectivement, ils dépendent beaucoup, des cours, du pétrole et de l'énergie. Donc là, mécaniquement, vu qu'ils sont élevés, pour eux, globalement, ça se passe plutôt bien. En Asie, en fait, la question, c'est que pour le moment, l'Asie est assez épargnée par la vague Omicron. En fait, quand vous regardez les courbes, alors en fait, elles explosent en Europe, aux États-Unis aussi, au Canada, elles commencent. En Amérique latine, notamment en Argentine, ça explose vraiment aussi. On a vraiment cette forme exponentielle comme on a un peu partout. Mais en Asie, pour le moment, très peu. Alors, la question est, est-ce que ça va être une question de temps ou pas? Mais en Asie aussi, ce qu'il faut dire, c'est que la plupart des pays sont dans des stratégies zéro Covid, zéro cas en fait. Donc, c'est vrai qu'ils en ont très peu, mais que dès qu'il y en a un ou un cluster, en fait, du coup, on confine très vite une ville ou tel endroit, et donc ça peut perturber, on va dire, certaines productions. Et puis même, par exemple, ce qu'on avait vu au Vietnam cet été, où en fait, et en Malaisie aussi, où en fait, on avait certaines productions qui avaient été affectées, notamment de fertilisants, il me semble, ou de PVC, parce qu'en fait, justement, il y avait eu un cluster de Covid et d'un coup, on ferme tout. Donc, l'Asie, en fait,
mécaniquement, c'est une région qui va vite et qui reprend fortement s'il n'y a pas de Covid, parce que c'est quand même une région qui était très dynamique déjà avant la crise. Et surtout, si on a beaucoup de demandes dans l'industrie, on sait qu'une bonne partie de l'industrie est fabriquée là-bas. Mais il faudra voir en fait comment se passe la vague Omicron là-bas. Elle n'y est pas encore allée, mais globalement, au niveau mondial, ce qu'on voit, c'est que malheureusement, souvent les choses se passent un peu en décalé. Donc en fait, quand on se dit que telle vague affecte beaucoup telle région, finalement, en fait, on retrouve aussi cette vague-là un peu plus tard sur d'autres régions. L'Asie gère ça de façon vraiment 0 cas, donc à voir, mais il est possible qu'eux aussi soient quand même affectés in fine. Surtout si en fait ça entraîne une diminution de la demande de la part ou un vrai ralentissement de l'activité des pays européens et États-Unis. Et l'Afrique, alors évidemment, en Afrique, il y a énormément de situations différentes, mais globalement, oui, le continent, alors en théorie, a été moins affecté par le Covid. Après, on sait bien que le niveau de test n'est pas du tout le même que dans d'autres régions du monde. Donc, le nombre de cas est très largement sous-estimé. Mais globalement, en Afrique, il y a les pays qui, eux, dépendent des cours des matières premières qui, eux, se comportent globalement bien. Après, on a les pays qui dépendent du tourisme qui, eux, en revanche, sont très affectés, notamment Tunisie ou Maroc ou d'autres pays d'Afrique subsaharienne, qui, eux, pour le coup, sont très affectés parce que ils n'ont aucun touriste européen, globalement, ou même d'autres pays. Et puis, en revanche, c'est vrai qu'eux ne sont pas forcément aussi affectés par les questions d'inflation, de problèmes de chaîne d'approvisionnement, parce que, évidemment, l'Afrique est un des pays, on va dire, l'une des régions les plus marginalisées en termes de commerce international. Mais en revanche, oui, on a les pays qui sont exposés au tourisme, par exemple, eux sont dans des vrais problèmes. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos Oui, c'est questions. parfait, très bien. Je vous en prie. Oui, je peux juste ajouter quelque chose au nom Bien de sûr, allez-y, je Plénier, vous en parce prie, bien que sûr. vraiment, Bruno, je suis tout à fait proche de tout ce que vous venez de dire, en particulier sur l'Afrique, Oui. qu'il ne faut pas sous-estimer parce que c'est un très vaste terrain en fait d'exportation, d'implantation de nos entreprises françaises. Effectivement, sur ce que je viens d'écrire, c'est que ce qu'on se dit, nous, en prévision, et c'est aussi notre métier, avec les études de marché ou de faire de la prévision avec eux, c'est en fait la situation sanitaire sur les 54 pays et la maîtrise du Covid qui va être le critère le plus impactant en fait pour les entreprises même présentes là-bas ou en train de s'internationaliser, parce que c'est ça qui va déterminer ou non la bonne santé. Il y a des groupes différents sur ces 54 pays. Par exemple, si on prend l'Afrique, et vous l'avez très bien dit, exposition au tourisme, pénétration à l'internationalisation. Mais quand on discute avec nos grands annonceurs, que ce soit de l'équipement, de l'alimentaire, etc., ou que ce soit exportant sur place, en fait, on ne sait pas, enfin, on sait qu'on ne sait pas et c'est déjà bien, mais on a pu classer en fait les pays africains en fonction de ce variant, pardon, en fait, de cette variable qui est la maîtrise ou non Covid sanitaire, qui va impacter sur leur solvabilité, sur les faillites. Bon, et puis on a deux autres facteurs qui se croisent, qui sont le prix des matières premières, c'est-à-dire nourrir les populations. Donc, désolé d'avoir été un petit peu long, parce que là, Non, je vous en prie, allez-y, allez-y. c'est très focus, effectivement, et c'est très, très bien d'ailleurs, Europe, USA. Et comme Madame aussi Valérie qui vient de parler, puisque nous-mêmes avons beaucoup d'activités et on va aussi comment dire, implanter une filiale en Middle East. Et c'est le bon moment avec l'alignement des planètes, avec des prix du pétrole qui sont hauts, avec un business qui est très, très bien reparti en fait, sur l'ensemble MENA et des perspectives. Voilà ce que je voulais dire en complément. Donc, c'est un peu une question, mais c'est en fait surtout de dire que c'est vrai que l'Afrique n'est pas tellement traitée aujourd'hui, mais on traite aussi l'Asie ensemble. C'est sur l'Asie qu'on pourrait aussi se poser beaucoup de questions en termes de dynamisme et d'impact. Et puis, on n'a peut-être pas assez parlé aujourd'hui des risques inflationnistes qui, que ce soit pour les États-Unis, que ce soit pour l'Europe ou d'autres parties du monde, sont quand même là. Mais peut-être que vous avez des choses à nous dire aussi sur la part de l'inflation dans la manière ou non d'obérer les résultats 2022. Oui, en fait, alors ce que je vous ai dit sur l'Afrique et l'Asie un peu dans une moindre mesure est très vrai. Et en fait, parce que globalement, les pays en développement, le problème qu'ils ont, c'est que
ils n'ont pas les mêmes moyens que les pays avancés, justement, de faire du quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que s'ils sont affectés par une vague de la pandémie, en fait, on sait bien que les gouvernements n'ont pas les moyens de tenir à bout de bras l'économie ou même le marché du travail avec, voilà, avec du chômage partiel, avec des prêts garantis, etc., des fonds de solidarité. Et c'est pour ça qu'en fait, notamment dans ces pays-là, on a aussi des économies qui, si elles sont affectées par la crise sanitaire, ont plus de mal à s'en remettre et en fait ont beaucoup moins d'outils pour éviter aussi la hausse des inégalités, éviter que beaucoup de gens tombent dans la pauvreté et mécaniquement aussi entraîner derrière les tensions sociales. Et on sait bien que voilà, même si leur dette augmente de 10 points de PIB au lieu de 20 points par rapport aux grands pays, en fait, ils auront beaucoup de mal à se refinancer sur les marchés, etc. Donc effectivement, c'est l'une des variables très importantes, comment ils arrivent à gérer la crise, parce qu'en fait, si jamais il y a une crise sanitaire qui vraiment éclate dans tel ou tel pays, là-bas, pour le coup, on va dire que les variables d'ajustement sont beaucoup moins faciles à gérer pour les gouvernements. Par rapport à l'inflation, je pensais l'avoir évoqué quand même pas Si, mal, c'est mais vrai. en fait, globalement, avec les 3-4 slides précédents, en Ouais. fait, globalement, ce qui se passe, c'est que, comme je dit, on a une forte hausse de l'inflation qui est due d'abord au prix d'énergie, mais qui, en fait, aux États-Unis, se doit principalement, enfin, commence à être due justement au salaire. Au Royaume-Uni aussi pour les problèmes d'approvisionnement. Et c'est ça, en fait, qui peut rendre l'inflation durable. Et c'est ça qui, en fait, fait réagir les banques centrales, en fait. Et qui, elles, du coup, en fait, en restreignant, on va dire, l'accès au crédit via la hausse des taux d'intérêt, freinent l'activité. Et en fait, le risque d'une inflation qui accélère encore, et si jamais ces hausses de taux d'intérêt ne sont pas suffisantes, c'est qu'on doit aller vers des resserrements beaucoup plus forts. Ce que veulent éviter d'ailleurs les banques centrales, parce que le but, c'est quand même de continuer à soutenir l'activité, mais aussi, en fait, et c'est le risque, en fait, et ce qui se passait globalement dans les années 80 et 90 aussi, c'est qu'en fait, les banques centrales, elles augmentaient les taux de 3 ou 4 points. C'est-à-dire, on passait de 4 à 7% d'un coup pour casser vraiment l'inflation. Mais le problème, c'est que d'un coup, du coup, le marché des actions se dégonflait. C'est-à-dire qu'on avait des fuites de capitaux qui allaient toutes, on va dire, sur les marchés obligataires, etc. Et qui, en fait, du coup, on avait des crises financières qui étaient dues aux banques centrales, parce qu'elles bougeaient trop vite et que d'un coup, du coup, tout le monde commençait à paniquer et quittait le marché des actions. Là, ce qu'elles veulent éviter, donc c'est pour ça qu'en fait, elles annoncent déjà, on va monter de 3 fois 0,25%, donc petit à petit. Mais c'est vrai que l'un des risques, c'est si vraiment l'inflation devient incontrôlable, c'est qu'on doit vraiment resserrer très fort. Et donc là, mécaniquement, on a derrière une hausse, on a une hausse du coût du financement des pays qui arrivent et aussi des entreprises. Et donc, non, en fait, c'est vraiment peut-être le sujet principal en réalité. Là, pour le coup, la hausse des coûts et l'inflation aussi énergétique. Parce que autant les autres composants de l'inflation, on peut penser, on peut voir que peut-être ils sont stabilisés et qu'ils vont un peu diminuer, mais l'inflation énergétique et notamment du gaz, là, on pense qu'effectivement, on est sur, en tout cas, il y a un risque avec la géopolitique en plus qui peut faire que ça va vraiment durer, ça va vraiment augmenter le coût des entreprises. Et j'ai encore une question, là, je crois que c'est sur l'indicateur de tension sur les approvisionnements. Ah oui. Alors, en fait, oui, c'est que j'ai pas voulu forcément vous ennuyer avec comment est fait cet indicateur, mais globalement, peut-être qu'après, il est 5 heures, ouais, 6 heures. Et en fait, alors, cet indicateur-là, en réalité, c'est un écart type par rapport à la moyenne. Donc c'est pour ça que je ne suis pas trop rentré dedans, mais globalement, le but, c'est, ils ont fait une moyenne. Alors, ils ont bâti un indicateur. En fait, ils ont regardé le coût du transport, donc via le coût du conteneur, justement. Ils ont regardé les délais d'approvisionnement. Ils ont regardé est-ce que les entreprises ont des stocks suffisants ou pas. En fait, et tout ça, ça provient des données d'enquête, justement. Alors, les prix, non, sont données objectives, mais après, le reste, c'est beaucoup de données d'enquête, des enquêtes ISM réalisées auprès des chefs d'entreprise aux États-Unis et au niveau mondial. Et où en fait dedans, justement, ils leur demandent voilà, comment vous voyez ça, si vous avez des problèmes, est-ce que vous avez du retard dans vos livraisons, etc. etc. Et en fait, à partir de cet indicateur, on regarde le niveau moyen et on regarde où on en est par rapport à la moyenne. C'est pour ça que ça bouge en fait. Et après là, ça bouge énormément, mais aussi parce qu'on est sur plusieurs années différentes.
Mais globalement, ce qu'on voit, c'est on a eu une très forte hausse, effectivement, en 2020. Mais ça aussi, en fait, c'était dû au fait que, notamment, la pandémie avait coupé un peu au début la Chine du monde et on sait que la Chine fournit un peu le monde entier. Donc mécaniquement, en fait, d'un coup, on avait vraiment des usines qui étaient à l'arrêt et cetera, donc des vrais problèmes d'approvisionnement. Puis ça a diminué parce qu'aussi, en fait, on avait moins de demandes. Donc en fait, s'il y avait moins de demandes, tout tourne plus tranquillement. Il n'y a pas besoin forcément de repartir très fort et petit à petit, là, on voit que, les chaînes d'approvisionnement sont à un niveau très tendu parce qu'on a une demande qui repart fortement et qu'on a justement, ces problèmes-là. On a des retards, des pénuries, et cetera, et cetera. Donc c'est comme ça, en fait, ça marche. C'est un écart par rapport à la moyenne. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, si c'est plus clair, pour vous. Et c'est fait à partir de données, d'enquête et de coûts, de transport, globalement. Super, merci Bruno pour tes réponses. Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être une dernière question. De toute manière, moi, je donnerai via le mail de remerciement tes contacts pour que si certains veulent aller plus loin dans les échanges et même te poser des questions un peu plus précises à leurs activités. Bien sûr. Donc voilà, il y aura bien sûr le PowerPoint de présentation qui sera envoyé, ainsi que tous les contacts. D'accord, très bien, oui. N'hésitez pas, si vous avez, des questions qui vous viennent à l'esprit un peu plus tard, n'hésitez pas à m'écrire sur mon email et voilà, je répondrai avec plaisir. Moi, j'ai une Eh ben, question à poser, mais oui. ce n'est pas une question très politique. Est-ce qu'il y a quand même Est-ce que certains pays tels que la Chine jouent un peu justement sur le fait de retenir un peu les chevaux pour remettre les industries européennes en route? En fait, au-delà du côté politique, c'est aussi, je pense, ce qu'il faut se dire, c'est typiquement sur la question des semi-conducteurs, sur lequel, du coup, on a eu de la pénurie. Une entreprise, donc globalement, il y a 2-3 entreprises qui produisent, tous les semi-conducteurs, toutes les puces. C'est TSMC, c'est une entreprise de Taïwan, Samsung, un peu moins. Et en fait, globalement, ces entreprises-là, elles n'ont aucun intérêt à d'un coup se mettre à construire, 30 ou 40 usines pour répondre à toute la demande. En fait, parce que déjà, de 1, ils n'ont pas intérêt forcément à ce que les prix chutent maintenant. Eux, en fait, ça leur va très bien d'essayer de rationner un peu leur production et de continuer à produire, enfin d'avoir une production quasiment garantie sur les 3-4 prochaines années à des prix qui sont assez importants. Et au-delà de ça, en fait, ils savent très bien que si jamais ils ouvrent 20 usines maintenant, qu'ils lancent la production dans 20 usines, le temps qu'elles soient prêtes, en fait, on n'aura plus un taux de croissance de 5 ou 6 au niveau mondial comme on a comme on a actuellement. Donc après, vous vous retrouvez en surcapacité. Le problème, c'est après, si vous ouvrez énormément d'entreprises, ou de capacité de production pour répondre au moment T à cette hausse qui est temporaire, derrière, vous avez beaucoup trop de capacité, et ce que vous risquez de faire, c'est de perdre de l'argent sur ça et de voir des cours diminuer. Donc c'est plutôt aussi une logique au-delà du politique, où là, peut-être que sur le politique, je pense qu'il peut y avoir du politique sur la Russie, par exemple, sur la question du gaz, justement, et on sait bien que c'est aussi l'un des moyens de pression que la Russie peut avoir sur l'Europe, en tout cas en période hivernale. Mais là, pour le coup, je pense que c'est aussi plutôt peut-être juste de la gestion, d'entreprise, où en fait, on se dit, les cours sont élevés, ça nous va bien. Surtout dans les secteurs où on a, on va dire, des oligopoles, ou presque, on a peu d'acteurs. Alors, on ne dit pas qu'ils se mettent d'accord entre eux, mais ils n'ont pas forcément intérêt à tout de suite produire énormément et à répondre à toute la demande, surtout qu'on sait que ce rebond est temporaire, ou en tout cas, l'intensité du rebond est temporaire. Alors, justement, si l'intensité du rebond est temporaire, c'est-à-dire si là, on est en train de se manger toutes les augmentations qu'on peut sur toutes les matières premières, etc., est-ce que ça veut dire qu'arrivé à un moment ou à un autre, lorsque les choses vont revenir à la normale, ça va se dégonfler, c'est-à-dire que les prix vont redevenir raisonnables, etc. Est-ce qu'on fait une marche arrière après, ou est-ce qu'on décide qu'on est très bien comme ça et on ne bouge plus? Alors ensuite, répercuter les baisses de prix, c'est encore autre chose. En fait, globalement, globalement, ce qui peut se passer, et d'ailleurs, en fait, on le voit bien quand on regarde, l'évolution des taux de marge, des entreprises, par exemple, on voit que quand les cours des matières premières, augmentent énormément, en fait,
par exemple, si vous regardez l'évolution du coût ou des prix à la production et l'évolution des prix à la consommation, les prix à la production évoluent beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus volatile que les prix à la consommation. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que globalement, donc, dans un premier temps, le premier réflexe, c'est de dire on est quand même en concurrence avec d'autres entreprises, donc essayons de prendre sur nos marges. Donc globalement, vous prenez sur vos marges et vous n'augmentez pas trop les prix. Puis finalement, là, comme en ce moment, c'est vraiment trop, vous répercutez sur les prix. Si les prix ensuite commencent à diminuer, en fait, vous allez rarement diminuer les prix. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez reconstituer les marges que vous avez diminuées en fait au moment où les cours ou vos coûts ont vraiment augmenté. Donc globalement, ce qu'on pense et ce qu'on devrait voir, c'est globalement, c'est ce qui se passe, mais même globalement en économie, et dès qu'on prend du recul sur les cycles, on va dire, dès qu'on a une phase de reprise. Alors, bon, là, par exemple, ce que vous voyez ici, là, sur les tensions sur les chaînes d'approvisionnement, c'est que quand l'économie, elle repart fort, comme en 2010, après la crise, on a des problèmes, en fait. On a des hausses de cours des matières premières, on a des hausses de tout, parce que d'un coup, on a beaucoup de demandes. Et puis l'offre, en fait, elle ne suit pas directement. Et qu'après, ça se refroidit parce que il y a un moment où les économies, et notamment, on voit bien que même en termes de PIB, on a déjà rattrapé et qu'on ne va pas rester à ce rythme-là pendant, même pas pendant 2 ou 3 ans. Donc ça va ralentir. Mécaniquement, on devrait avoir ralentissement de la demande. Et encore plus si vous avez les banques centrales qui commencent à resserrer un peu le marché du crédit et le financement. Donc tout de suite, là, on a un ralentissement de l'activité. Et si vous avez ralentissement d'activité, vous avez mécaniquement moins de demandes et des cours qui diminuent. D'ailleurs, on l'a très bien vu, par exemple, sur le butadiène, donc qui est ce qui sert à un pétrochimique qui sert à fabriquer les pneus. Et en fait, les cours ont explosé fin 2020 parce que tout le monde voulait acheter une voiture automobile, enfin un véhicule automobile. Et depuis, en fait, les cours ont chuté parce que la demande dans l'automobile a fortement diminué. Et donc, mécaniquement, ça veut dire que la demande pour le caoutchouc a diminué, etc. Donc, globalement, en fait, la seule question, c'est combien de temps vont durer ces hausses. Et c'est pour ça que la question est vraiment, est-ce que c'est temporaire ou est-ce que c'est durable? Mais on sait bien que ça ne va pas durer 10 ou 20 ans comme ça. Donc après, c'est aussi pour ça que les gouvernements vont essayer de prendre sur eux et sur leurs finances ces hausses de cours, en se disant, c'est juste un hiver difficile à tenir en termes d'énergie, c'est juste un semestre difficile et qu'après les cours vont diminuer et revenir à des niveaux plus normaux. Mais ça ne voudra pas forcément dire que du coup, les prix vont diminuer, en fait. Mais plutôt peut-être que les marges vont se reconstituer. Et est-ce que le fait de ramener de la production, parce qu'on parle en ce moment beaucoup de ramener de la production en France, des choses qui étaient faites, je ne sais pas, en Asie ou dans d'autres pays européens, est-ce que le fait de rapporter de la production en France directement, est-ce que ça peut changer la donne disons, dans l'année ou les années qui suivent, qui viennent? Pas forcément. Alors, nous, honnêtement, bon, jusqu'à présent, on n'a pas, enfin, en tout cas, c'est pas un mouvement massif qu'on remarque. Ce on lit par-ci par-là, effectivement, un peu de rapatriement de production, mais on n'a pas forcément des relocalisations massives, en tout cas pas en France. Ce qui peut se passer, c'est que finalement, on relocalise peut-être un peu plus proche, un peu plus près. On se dit que bon, on a quand même vu que ça pouvait entraîner des vrais problèmes de délocaliser à l'autre bout du monde. Donc peut-être qu'on va relocaliser davantage en Europe de l'Est, par exemple, où en fait on a plutôt des chaînes de valeur régionales, alors ce qui est déjà le cas un petit peu, hein, mais encore plus, ou par exemple les Américains qui vont encore plus dépendre du Mexique, enfin des chaînes de valeur qu'on peut peut-être maîtriser un peu mieux, mais on ne pense pas forcément qu'il y aura des relocalisations massives en France, en tout cas, peut-être dans certaines industries stratégiques sur lesquelles le gouvernement va essayer d'inciter, notamment dans la pharmacie ou peut-être même ce qu'on a vu sur les batteries, etc. Mais après, sur le reste, on n'y croit pas forcément. On pense toujours qu'il y a quand même un vrai différentiel de coût. Est-ce que vous produisiez au Vietnam ou en Chine même, pour le produire en France, c'est quand même carrément un autre produit. La différence de coût est tellement énorme qu'il faut vraiment changer de gamme de produits.
Mais malgré tout, en fait, après, pour ceux qui vont relocaliser, effectivement, eux seront beaucoup moins exposés à la question des coûts du transport, par exemple, du transport maritime. Ce ne sera plus trop leur problème. Mais en fait, le problème, c'est que les intrants, là, et les cours des matières premières que vous voyez, en fait, globalement, c'est des cours qui sont mondiaux. Le cours de l'énergie, là, sur le gaz, bah, c'est les cours européens. Le prix d'énergie, d'électricité, c'est aussi un prix qui est alors, globalement européen, en fait. Les pays maintenant se disent très bien de faire un prix par pays. C'est-à-dire que la France, vu qu'on produit du nucléaire, mais le problème, c'est que vu qu'on achète l'énergie sur le marché européen, on dépend du fait que d'autres pays produisent avec du gaz ou du charbon, et donc que les cours augmentent énormément. Et donc, au final, tous les pays en Europe ont des cours très importants, en tout cas sur le marché de gros. Donc, en fait, après, sur le reste, c'est globalement, malheureusement, en fait, vous dépendez de facteurs qui ne sont pas des facteurs nationaux. Ce qui est national, après, c'est les salaires, mais même comme ça, en fait, vous dépendez beaucoup quand même de dynamiques qui sont régionales au moins. Donc, ça ne va pas forcément régler ces problèmes-là. Ok. Merci. Je vous en Super. prie. Eh ben, merci à tous pour vos questions. Merci à toi, Bruno, pour vraiment ta présentation hyper intéressante et ta pertinence dans les réponses, ta précision. Avec plaisir. Comme j'ai dit juste avant, bien sûr, je donnerai ton contact pour que chacun puisse prendre attache avec toi pour aller peut-être plus loin sur des sujets bien précis. Mm. Et puis, ben voilà, il me reste juste à vous remercier, à te remercier, Bruno, et se dire à bientôt pour une prochaine peut-être visio sur une Allez, thématique. merci Bruno parce que j'ai tout compris. Génial, génial. C'est que j'ai bien fait mon travail alors. Génial. Merci.